Bonjour à tous, je m'appelle Étienne Cavignac et nous allons voir ensemble aujourd'hui les lésions ligamentaires périphériques et surtout les problèmes de lésions multiligamentaires du genou. Je voudrais dans un premier temps remercier Bertrand et Nicolas de m'avoir invité dans ce panel d'orateurs prestigieux pour le DU du rugby. Le plan que nous allons utiliser aujourd'hui est le suivant. Quelques mots d'introduction, des notions qui doivent être immanquables, en tout cas impardonnables, prise en charge diagnostique, prise en charge thérapeutique et analyse de la littérature sur le sujet. Nous allons nous intéresser aujourd'hui au traumatisme du genou entraînant la rupture d'au moins 2 des 4 ligaments majeurs du genou. Plus l'énergie que va subir le genou est importante, plus il va y avoir de lésions ligamentaires, le stade ultime étant bien sûr la luxation de genou. Ces lésions étaient classiquement réservées au traumatisme à haute énergie en 2 roues, mais on en voit de plus en plus dans la pratique du rugby. Ces lésions ont la particularité de pouvoir, dans un certain nombre de cas, entraîner des lésions vasculaires qui peuvent compromettre la survie du membre. Et c'est donc une des rares fois dans cet après-midi, on va vous parler de sauver le membre et de damage control, de prise en charge en urgence ultra rapide. Il faut savoir évoquer ces problèmes quand on a une lésion vasculaire qui est évidente ou une suspicion, quand on a une ouverture cutanée ou quand on a une luxation de genou ou alors une suspicion de luxation de genou. Devant ces traumatismes graves, il faut savoir avoir un examen vasculaire, notamment à la recherche de la symétrie des pouls, ainsi que nerveux avec un testing du territoire du nerf sciatique-poplité externe minutieux. Le moindre doute, et je dis bien le moindre doute, doit entraîner un examen vasculaire pour bilanter l'état vasculaire du membre. En effet, la prise en charge, dans les cas de lésions vasculaires, devient prioritaire par rapport à l'ensemble des autres prises en charge. Si vous avez une lésion vasculaire qui a été mise en évidence, un geste vasculaire doit être réalisé en urgence. En suivant de ce geste vasculaire, ou alors si celui-ci a été éliminé, il doit y avoir une stabilisation en aigu, qui peut être, dans la majorité des cas, une contention comme vous avez ici, ou alors dans un certain nombre de cas très particuliers, l'utilisation d'un fixateur externe qui sera temporaire. Cette prise en charge, elle a été extrêmement bien codifiée par Christophe Hullet et Jean-François Potel, avec un arbre décisionnel relativement simple à utiliser, pour lequel vous voyez, le problème vasculaire est central et va guider la suite de la prise en charge. Problème aigu vasculaire, ça devient la priorité. Il n'est pas présent, on va avoir un peu de temps pour réagir. Pourquoi j'insiste sur cette notion? Parce que ce problème vasculaire va nécessiter une prise en charge ultra rapide. Et donc, les minutes comptent. Vous êtes les premiers au bord du terrain à pouvoir diagnostiquer ce type de lésion et à pouvoir sonner l'alerte immédiatement. Une fois qu'on a éliminé cette problématique, pas de lésion vasculaire, pas d'ouverture cutanée, pas de luxation, on se calme, on a un peu de temps pour l'analyse et pour mieux comprendre la problématique. La première étape de la prise en charge diagnostique va être clinique. C'est ce qui vous a été présenté en début d'après-midi. Cet examen clinique peut être fait une fois que l'orage est passé ou alors sous anesthésie générale. Vous voyez des exemples typiques avec ici un tiroir postérieur majeur, ici une ouverture dans le plan médial de manière importante. Cet examen clinique va nous permettre d'identifier la zone lésée, de situer où se trouve le problème. Pour quantifier l'étendue du problème, on utilise de manière clinique l'échelle Houston en 3 grades, 1+, 2+, 3+. C'est une mesure comparative au côté contralatéral. Vous avez une ouverture plus importante entre 0 et 5 mm, grade 1, entre 6 à 10 mm, grade 2, plus de 10 mm, grade 3. Cela va donc nous donner la sévérité de l'atteinte et le caractère compétent ou non de la structure testée. Les examens paracliniques vont avoir pour objectif de quantifier les suspicions que nous avons cliniques. On va faire des radios face profil en stress pour avoir un diagnostic positif et une indication opératoire. L'IRM pour le bilan pré-thérapeutique et pour décider de la stratégie chirurgicale. Les radios vont être donc, dans un premier temps, face profil afin de rechercher des arrachements osseux, type fracture de second ou alors des arrachements du complexe arqué. Dans un second temps, on fera des radiographies en stress, comme vous avez des exemples ici, qui nous permettent d'avoir le grade de la lésion. Ici, un tiroir postérieur majeur. Ici, une ouverture du plan externe très importante.
Ça mesure la compétence des structures de manière objective et ça vient en complément de notre examen clinique. Avec ces radios, on va pouvoir porter une indication chirurgicale en disant par exemple ici, le plan externe est non fonctionnel, nous devons le prendre en charge. L'IRM vient en complément de tout cela. Il permet le bilan ligamentaire et méniscal, c'est évident, mais il permet aussi de recherche de lésions qui sont cliniquement non diagnosticables, comme des lésions chondrales ou des lésions du ligament patellaire, dans cet exemple de luxation de genou que nous avons pris en charge récemment. Vous voyez ici un arrachement complet du ligament patellaire. L'IRM va nous permettre la stratégie chirurgicale, savoir combien de structures doivent être prises en charge et comment les remplacer. Donc, pour reprendre le diagramme précédemment cité, on a éliminé le problème de survie du membre, on a éliminé le problème de prise en charge en aigu, on va s'attacher maintenant à la reconstruction ligamentaire qui là aussi est plus ou moins codifiée. Cette chirurgie doit se réaliser après la phase inflammatoire et avant la cicatrisation capsulo-ligamentaire. Classiquement, c'est une chirurgie différée entre 5 et 21 jours. Quelles sont les modalités à notre disposition? On peut soit réinsérer, soit renforcer, soit remplacer. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Réinsérer signifie de faire une suture directe avec le moyen de fixation qu'on veut. L'exemple typique, c'est la prise en charge d'une lésion du plan médial, comme ici au niveau du fémur ou ici au niveau du tibia, où la quasi-totalité du ligament est conservée, seule son attache est lésée et donc on la réinsère. Ça n'a de sens bien sûr qu'en aigu, et bien entendu, on ne réinsère que ce qui est réinsérable. Si on a un doute ou si on a une perte de substance, on ne peut plus utiliser cette réinsertion de manière isolée. On peut aussi remplacer, ce sont les plasties ligamentaires, des notions que vous avez qui sont très claires. C'est très classique pour le ligament croisé antérieur, le ligament croisé postérieur, mais ça peut être vrai pour tous les plans ligamentaires, ici le plan médial, ici le plan latéral. Ça peut venir en complément de la réinsertion, et je ne vais pas rentrer dans le débat du type de greffe. Il y a autant de greffes que de chirurgiens. Ça dépend des habitudes du chirurgien. Vous en parlerez avec votre chirurgien référent qui vous explique pourquoi il a choisi telle modalité ou telle autre. On peut aussi renforcer. Renforcer, ça veut dire quoi? Ça veut dire réparer et reconstruire. C'est ce qu'on fait de manière classique pour le plan externe. Vous voyez, on peut réparer des structures comme le fascia lata et réinsérer en plus si on a un doute ou reconstruire en plus si on a un doute avec une plastie ligamentaire, classiquement des allogreffes. Que dit la littérature sur ce sujet complexe? Il faut bien comprendre que tout n'est pas statué dans la littérature et qu'il ne faut pas avoir de conclusion hâtive. Il y a de nombreux biais d'analyse, ce sont des pathologies relativement rares, il y a peu d'études, c'est difficile de comparer. Il faut savoir prendre du recul, réfléchir et analyser avec un peu de bon sens le cas clinique qu'on est en train de prendre en charge. Quelles sont les questions qu'on doit se poser? Faut-il opérer ce patient ou peut-il bénéficier d'un traitement orthopédique? Faut-il réparer ou reconstruire, en aigu ou en chronique, sous arthroscopie ou en arthrotomie? Et quelle séquence? En ce qui concerne la question chirurgicale versus orthopédique, cette revue de la littérature fait bien le bilan. 855 patients dans le groupe chirurgie, 61 patients dans le groupe orthopédie, des critères de jugement tout à fait classiques, la fonction et des signes physiques comme les mobilités articulaires. La conclusion est assez claire. Il y a une supériorité du traitement chirurgical, que ce soit pour les scores fonctionnels ou que ce soit pour la reprise de l'activité sportive ou la reprise de l'activité professionnelle. Et c'est d'autant plus vrai qu'on parle ici de jeunes patients sportifs. Ces patients doivent bénéficier d'une prise en charge chirurgicale. Faut-il réparer ou reconstruire? On a une comparaison dans la même revue entre réparer et reconstruire. Vous voyez déjà beaucoup moins d'études qui sont disponibles. Les résultats retrouvent un taux de rupture plus important dans les cas où on répare. Attention, je me permets de moduler les résultats. Dans ces études, ne sont pas fait état du délai, du morphotype. Je pense qu'il faut garder un peu de bon sens. On peut réparer ce qui est réparable, et si on a un doute, on remplace, ou en tout cas on renforce. Et ça, c'est une notion importante, savoir renforcer. Faut-il le faire en aigu ou en chronique? On définit comme aigu quelque chose qui a lieu avant 21 jours.
Dans les études, on retrouve des chirurgies différées entre 3 semaines et 51 semaines. Si on reprend cette méta-analyse, 80 patients dans le groupe aigu, 50 patients dans le groupe chronique. Donc, vous voyez qu'il faut déjà moduler les résultats. La force méthodologique est assez faible. Il semble y avoir un consensus pour des chirurgies en aigu, mais surtout, il y a un consensus qui est très clair pour des mobilisations rapides. Il faut les faire bouger tout de suite, ces patients, pour éviter qu'ils s'en raidissent. Faut-il réaliser cette chirurgie sous arthroscopie ou sous arthrotomie? Il n'existe aucune étude randomisée comparative de techniques. Nous utilisons de plus en plus des techniques arthroscopiques, même pour les plans latéraux. C'est une chirurgie vraiment difficile à réaliser. On augmente progressivement nos indications, mais les choses sont encore assez peu codifiées. C'est vraiment du domaine de la recherche à l'heure actuelle. Il n'en reste pas moins qu'il y a des indications absolues d'arthrotomie, si on a une luxation ouverte, une fracture luxation, une avulsion osseuse, par exemple, qui vont nécessiter forcément une voie d'abord en regard du genou. L'arthrotomie n'est pas une honte. L'arthroscopie est probablement le traitement d'avenir, mais l'arthrotomie n'est pas une honte. Quelle séquence chirurgicale? Ça, c'est relativement bien codifié. On nous réalise en premier le ligament croisé postérieur qui va nous donner le point zéro, recentrer le genou, puis le croisé antérieur, puis les points latéraux. Le seul à qui on peut laisser une chance de guérir, c'est le plan médial, sauf si on a un grade 3. Je vous montre ici un exemple récent avec le ligament croisé antérieur rompu, ligament croisé postérieur rompu dans le même genou. On a fait dans le même temps croisé postérieur, croisé antérieur. D'abord le croisé postérieur ici, puis ensuite le croisé antérieur. Et vous allez avoir la radio post-opératoire ici avec les deux croisés qui ont été faits dans la même séquence chirurgicale. Quel message doit-on retenir? À vous de voir, à vous d'analyser la littérature, mais je pense que, en ce qui concerne le délai, si on peut faire vite, il faut le faire. Si on a un doute sur la réparation, on remplace, on renforce. Tout ça pour faire bouger le patient de manière rapide. En fait, il faut faire vite et bien. Les allogreffes sont une source de greffe qui apporte des solutions indéniables dans ces pathologies complexes. L'arthrotomie doit être utilisée si nécessaire, l'objectif étant de placer les greffes le mieux possible. Je vous remercie. Je suis disponible en cas de questions sur l'adresse mail que vous avez ici et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi.